Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Café Caen, le podcast de celles et ceux qui font bouger la ville. Je suis Ambroise, on est à l'origine de cette aventure de Café Caen avec Valentin. Et avant de plonger dans le sujet du jour, un rappel important, Café Caen c'est une coproduction, Belle Écoute, studio de podcast à Caen et la Bananerie, espace collaboratif audiovisuel, toujours à Caen. Merci aux mots de nous accueillir. Aujourd'hui, on plonge dans un thème qui fascine, qui inquiète parfois, mais qui est déjà profondément là, l'intelligence artificielle. Loin des discours dystopiques ou des rêves trop beaux, on veut comprendre comment Caen s'empare réellement de l'IA. Alors, comment les entreprises locales l'utilisent? Comment les créateurs la transforment en langage visuel? Et comment les experts du territoire l'intègrent comme outil ou comme philosophie? Large programme, on est bien, on a une demi-heure. Je sens qu'il y a une petite goutte de sueur là qui arrive sur mes invités. Mes invités, justement, Willy Leloutre, fondateur d'AI After All, une voix qui défend une IA au service de la qualité de vie, pas uniquement de la performance. Tanguy Trubert, directeur artistique à l'EM Normandie, mais avant tout freelance spécialisé dans la génération de visuels par IA, créatif dont les œuvres générées par IA ont été repérées par Midjourney qui a collaboré avec Meta, et Jérôme Caudrelier, fondateur d'Ex Machina. Machina, ouais. Spécialiste des solutions IA sur mesure pour accompagner les entreprises dans leurs premiers pas. Ensemble, on va se demander qu'est-ce que Caen dit de l'intelligence artificielle. Jérôme, ton quotidien, c'est d'accompagner déjà plusieurs entreprises sur le territoire dans leur premier projet IA. Avec ce recul, est-ce que tu pourrais nous dire où on est Caen aujourd'hui? Est-ce qu'on est mûr? Est-ce qu'on tâtonne? Est-ce qu'on accélère? Très difficile, une photographie exhaustive ou complète, mais ton intuition? Je peux faire une réponse de Normand. Et... peut-être d'un que oui, peut-être d'un que non. En fait, nous, la réalité, c'est que quand on a lancé l'activité il y a un peu plus d'un an, pendant plusieurs mois, de longs mois, on a eu quasiment que des clients basés dans l'ancienne Haute-Normandie. D'accord. Et qu'on a réussi à convaincre un certain nombre de partenaires cannés que assez récemment, en fait, depuis quelques mois. Donc, la proximité avec Paris qui fait cela? Parce que évidemment, Haute-Normandie, on pense à Rouen. Ouais, mais en fait, la réalité, c'est que d'abord, il y a un bassin industriel qui est beaucoup plus fort et que quand on parle d'IA aujourd'hui, rapidement, il y a plein d'usages, mais il y a deux usages qui sont quand même assez identifiés et principaux. C'est le premier, c'est toutes les fonctions support, d'accord? Et ça, on peut avoir tendance à penser, à tort ou à raison, on pourra en parler notamment avec Willy, qu'en utilisant ChatGPT, Gemini, etc., on peut se débrouiller un peu tout seul. Voilà. Et puis, il y a des aspects plus liés à du process, et souvent des process plutôt métiers et ou industriels. Et donc là, il y a un terreau qui est plus important en Haute-Normandie. Ceci explique cela, je pense. Oui, bien sûr. Certains ont peut-être aussi une urgence à attendre, de se dire, ça n'a pas l'air très mûr tout ça, on va voir ce que ça donne. Willy, tu as rencontré cette situation-là, de vouloir attendre, de voir ce qui va se passer? Tu sais, j'ai bien évidemment rencontré cela. J'ai accompagné 44 boîtes en un an, dans 8 secteurs différents, et j'ai vu beaucoup d'évitements, beaucoup de contrôle, et effectivement beaucoup de structures qui vont remettre à plus tard. Et également des structures qui commencent à l'adopter. Sur la place caennaise, je peux citer des bailleurs sociaux, des agences de com, l'industrie, la métallurgie, des cabinets comptables, qui commencent à faire leurs premiers pas, et pour certains qui sont même assez avancés. Donc oui, les fonctions support ont été les premières impactées positivement. Et puis petit à petit, cette technologie commence à se parsemer sur toute la chaîne de valeur des organisations que j'accompagne. Et qu'on ait envie de le faire ou pas, à un moment donné, ça arrive. Et ça arrive des fois par les salariés, ce qu'on appelle le shadow IA, l'IA qu'on utilise sans même que l'entreprise soit au courant, concernée, ok. Ça pose pas mal de questions. Je te demande pas si c'est ton cas, Tanguy, mais ce qui est sûr, c'est que toi, à titre perso, à côté d'un taf, tu as eu envie depuis pas mal de temps, tu me diras c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais, complètement. J'ai commencé moi avec Disco Diffusion. Mais qui était plutôt une curiosité au début. Et ensuite, j'ai switch directement sur Midjourney à sa sortie. Et là, ça a été une passion assez dévorante. J'en ai fait 2-3 heures par jour pendant ces 3 dernières années. Et Donc vraiment passion, ça veut dire l'à côté, quoi. C'est tes soirées, c'est tes week-ends où tu vas t'auto-former, regarder des vidéos. Je pense que quand le modèle est arrivé, c'était tellement sidérant comme technologie qu'on puisse accéder à des mondes stylistiques entiers, qu'on puisse à ce point explorer, itérer, que c'est devenu presque une seconde compétence que je travaille un petit peu dans l'ombre en off, jusqu'à ce qu'en janvier dernier, là, je décide réellement de lancer
mon activité et de montrer ce que je fais sur Twitter, quoi. Ok, donc là qu'on comprenne bien, toi ton métier de base c'est directeur artistique. Ouais. Là, tes outils de base ça devrait être Photoshop, Illustrator, voilà ce qu'on a l'habitude d'entendre, notamment dans les agences de communication. Et donc là tu as décidé de pousser les curseurs et de voir comment tu pourrais faire différemment en quelque sorte ton métier. Et donc ce compte Twitter, ça donne quoi déjà, comment on peut te retrouver sur ce compte Twitter? Alors c'est @the_sycomore sur X. Et alors comment ça s'est passé? Donc il y a un an, je me suis dit, maintenant que je développe des compétences assez deep sur le sujet, que j'expérimente beaucoup, etc. L'objectif c'était de montrer ce que je faisais, mais aussi de rentrer en contact avec d'autres artistes, vraiment pour en apprendre plus. Et il s'est avéré qu'à ma plus grande surprise, ça a décollé très fort. J'ai fait donc plus de 25 millions de vues en un an. J'ai été interviewé par Midjourney, j'ai été exposé à la... Que tout le monde comprenne aussi, Midjourney, un des outils les plus utilisés pour produire des visuels par intelligence artificielle. Avec Nano Banana, on va dire l'outil le plus puissant actuellement pour générer des images. Donc toi c'est celui que tu utilises énormément, et d'ailleurs avoir la reconnaissance d'un tel outil, un outil américain, un leader de son marché, évidemment déjà c'est un premier symbole de réussite. Ouais, c'est clair. Et puis surtout je pense que pour l'instant on est, en tout cas en France, assez rare à s'être approprié le sujet, ou alors en tout cas à s'être approprié le sujet et à le montrer, à vraiment s'affirmer comme AI designer. Là où c'est vrai que par rapport au reste du monde, la France a une défiance un peu plus importante. Je pense qu'on a des illustrateurs avec des convictions un petit peu plus radicales sur le rapport entre l'IA et l'éthique. On l'entend notamment dans le milieu de la bande dessinée, exactement. Omerta. Mais c'est beaucoup moins le cas outre-Atlantique, où il y a une acculturation, on va dire, à ce qu'on appelle l'AI art, qui est vachement importante, où il y a des marques comme Perplexity qui ont fait l'intégralité de leur iconographie sur IA, qui ont fait énormément de world building, etc. Donc moi ça m'a permis vraiment de rentrer dans un univers avec des gens qui comprennent ce que je fais, avec lesquels il y a une vraie interaction, une vraie synergie et une montée en compétences qui a été stratosphérique aussi au contact de plein de super artistes, quoi. Super intéressant parce que là ça nous montre que en quelque sorte t'as pas eu un diplôme, t'as pas une formation particulière, t'es sur une compétence on va dire traditionnelle, classique de directeur artistique qui travaillait à l'EM Normandie, et du coup t'en arrives à côté à en faire ta propre activité, à la fois artistique mais potentiellement aussi évidemment auprès des entreprises. Donc ça peut aller vite parce qu'il y a eu cette résonance en toi. Si on revient sur justement aussi les entreprises normandes, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a ce genre de tremplin aussi, ou comment on fait demain pour canaliser, fidéliser un talent comme Tanguy pour une entreprise qui n'a pas encore les process, qui ne sait pas encore ce que ça veut dire tous ces outils. Qui a envie de réagir, Jérôme, Oli? Aujourd'hui, c'est assez compliqué, hein. Effectivement, la question des talents, la question de la formation, elle est présente. Alors, parce que ne serait-ce que sur des parties plus hard, on va dire, c'est-à-dire data scientist, développeurs, AI, etc., il y a une concurrence très très forte avec forcément Paris, et avec des salaires qui sont assez stratosphériques. Donc, il y a peu d'élus en général. Et donc, après, effectivement, il y a d'autres formations qui sont peut-être moins prestigieuses, qui commencent à aussi proposer de former des talents. Et puis, il y a ce que tu évoquais toi, Tanguy, ce que tu as la démonstration, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de possibilités de s'auto-former. C'est-à-dire qu'on est dans un continuum du numérique, c'est-à-dire qu'on est dans une forme de redite. Willy va pouvoir aussi, il va bien voir de quoi je parle. Il y a 20 ans, quand on commençait à faire du web, il n'y avait pas forcément de formation, mais il y avait possibilité d'apprendre par plein de choses. Il y avait des tutos, il y avait des forums, etc. Aujourd'hui, il y a YouTube, il y a plein d'endroits où on peut apprendre par soi-même. Et ça peut aller très vite, en fait, parce qu'on peut aussi être accompagné dans les formations par de l'IA. Donc la question des talents, elle est plus ce que évoquait aussi tout à l'heure Willy, sur une question de mentalité, de mindset. C'est-à-dire comment on fait pour que demain des RH, des décideurs, etc. se disent oui, on va intégrer ces talents-là dans nos boîtes. Et ça, il y a un vrai travail là-dessus. Est-ce que c'est même pas contre-productif aujourd'hui pour un RH d'aller aller chercher un profil comme Tanguy, parce que est-ce qu'ils vont réussir à suivre dans le cadre qu'ils pourraient mettre et à la vitesse que ça va? Eh bien, je suis pas forcément certain que ce soit contre-productif, au contraire. Je ne vais pas t'utiliser comme un outil de laboratoire, Tanguy. Tu fais bien d'utiliser ce mot-là, puisque c'était celui que je comptais exploiter. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a déjà avant tout une question de culture, comme le sous-entendait Jérôme, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de culture de l'innovation, et
compétences, de curiosité, de débrouillardise. Et puis, pour moi, il y a une question de protocole. Et dans ce protocole, ce que j'apprécie particulièrement faire, au-delà des conférences que je peux donner, et effectivement, de cette approche de formation, ou de formation, ou de transformation, puisqu'il y a un gros sujet usage et humain, c'est se mettre en mode labo. Et donc créer des laboratoires expérimentaux au sein des entreprises, ça devient vraiment intéressant. Et on peut toucher effectivement des personnes comme Tanguy, DA, voilà, avec une once de génie et de folie. Mais on peut aussi tomber sur des profils RH, comptables, peu importe, qui ont envie de changer les choses, de casser les codes, de faire autrement. Et pendant des temps donnés et sécurisés, en mode labo, la seule limite, c'est notre créativité et notre façon de voir les choses. Oui, parce que ce qui est intéressant au final, c'est que l'accès à cet outil, il n'y a pas véritablement de barrière, dans le sens où l'interface utilisateur, elle est quasiment inexistante. C'est du chat, c'est de la conversation. Je parle évidemment des grands outils tels que ChatGPT, Gemini, etc. Et donc, ça donne une impression on pourrait y aller très vite, ou en tout cas, on pourrait tester. Et là, il y a peut-être moyen aussi de se brûler les ailes ou de mal l'utiliser. Et dans ceux qui n'y vont pas, peut-être il y a aussi une déception de se dire je l'ai testé 2 ou 3 fois, ça dit des bêtises, il n'y a que des erreurs, et puis de repousser ça à plus tard. Vous avez aussi ce genre de comportement ? Il y a 2 écueils aujourd'hui qui sont majeurs. Le premier, c'est que tu parlais tout à l'heure de Shadow IA, on commence à parler de slop working. Je ne sais pas si vous avez familier du terme, c'est-à-dire qu'on parle de slop, c'est notamment des contenus générés par IA. Évidemment, on pense notamment à Sora 2, à des choses comme ça, etc. Et le slop working, c'est la capacité que peuvent avoir maintenant certains collaborateurs dans des boîtes à faire une partie de leur boulot par des agents conversationnels et à avoir quelque chose qui est plutôt propre, qui est plutôt monté, qui, quand on le lit en diagonale, peut sembler cohérent et qui donc du coup le balance sans retravail critique, etc. et analyse à leurs collègues, sous l'œil plutôt bienveillant de leur manager, parce qu'eux ils le lisent en diagonale et ça leur semble cohérent, et c'est les collègues qui doivent se récupérer un outil, des travaux qui sont souvent de très faible qualité et qui doivent à la fois faire leur boulot et refaire le boulot de leurs collègues. Donc ça, c'est un vrai sujet en entreprise, ça devient assez sérieux, c'est étudié. Et puis l'autre enjeu, c'est que y a une étude du MIT qui est sortie là, donc tout le monde parle un peu depuis quelques semaines, mois. Alors sur une échelle de moins de 450 boîtes, donc on peut discuter à l'échelle du monde de ce que c'est comme représentativité, mais c'est quand même le MIT, donc ça pose quand même quelque chose, et qui dit que 95% des projets en entreprise d'IA échouent. Donc là, quand on commence à avoir ces 2 éléments-là, on est dans des projet d'entreprise en IA. En IA, alors ça veut dire souvent, c'est pas intégrer ChatGPT concrètement. C'est plutôt travailler sur des enjeux d'automatisation, d'intelligence documentaire, de chatbot, et beaucoup de chatbots propriétaires, en tout cas propres à la boîte. Et ça, on se rend compte que c'est pas une baguette magique en fait, parce qu'à la fin, on revient sur des enjeux de méthode, d'approche, de protocole, comme le disait très justement Willy, et aussi évidemment rappeler une chose évidente, c'est qu'à la fin de l'IA, c'est du code. Donc on retombe bien sur une logique de c'est pas qu'une interface, et derrière c'est du code. Donc il faut aussi à un moment donné savoir ou de maîtriser ces outils-là. Quand tu entends cela, Tanguy, est-ce que tu dis c'est quand même bien d'être free? C'est bien de pouvoir aller vite, fort, tester. Si je veux aller sur un autre outil, je vais sur un autre outil et d'avoir cette liberté d'explorer. En fait, ce qui est agréable, c'est que vu que la communauté, on va dire, d'AI artistes est plutôt connue pour surexpérimenter, tester tous les outils, être à l'avant-garde, partager des techniques, etc. On va plutôt avoir des clients qui viennent à nous pour avoir ce savoir-faire, pour itérer avec nous, pour tester des choses, et on va moins avoir ce besoin d'acculturer un client à l'intelligence artificielle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que on peut remercier énormément Perplexity pour ça, pour le territoire nord-américain. C'est que quand ils ont lancé leur campagne Know It All, avec énormément de ce qu'on appelle le world building, c'est que plutôt que de faire seulement de l'iconographie à l'IA pour une marque, on va vraiment créer tout un monde, tout un folklore, on va faire appel à plusieurs artistes, etc. Et ça a été l'amorce pour motiver tous les autres fondateurs, que ce soit à New York ou en Californie, à s'entourer d'IA artistes pour itérer avec eux, pour médiatiser leur production, etc. Et donc, il y a une sorte d'écosystème ultra favorable à l'expérimentation qui s'est créé à ce niveau-là, quoi.
Quand on parle d'écosystème, ça m'intéresse qu'on le développe aussi parce que Café Caen, on parle de territoire canet, on voit qu'on a des ressources. Vous trois, vous en êtes la preuve. Comme tu l'as dit, Jérôme, on voit aussi que ça rappelle certains moments du développement du numérique où on a eu les développeurs qui sont réunis en réseau, où il y a eu les community managers qui sont réunis en réseau. Enfin, tout ça, ça s'est structuré. Est-ce qu'on voit aussi cette approche arriver avec l'IA? Ça veut dire des professionnels attitrés, qu'on se rôle et de voir qu'il y a une sorte de véritable, pas un secteur, mais ouais, une sorte de verticale où voilà, tout le monde se rejoint sous cet étendard de l'IA normand, l'IA canet. Ça vous parle ou pas encore? Le silence déjà. Oui, il faut trouver les justes mots. C'est pas si simple parce que de l'expertise, il y en a un peu partout. L'expertise canaise dans l'IA, est-ce qu'elle se regroupe? Pas tant que ça. Pourtant, il y a des efforts. Il y a eu les assises de l'IA. Tu y allais? Ok. Non. Il y a la sortie là, de Normandie Numérique. Tu y allais? Je ne vais pas faire la liste parce qu'effectivement, il y a des manifestations, il y a une volonté de fédérer et les experts, ils ne vont pas forcément. C'est intéressant. Moi, je pense que c'est tout simplement parce qu'on est complètement surchargé. Là, le planning 2026, c'est plein. J'ai plus de solutions, à part reformer, recruter à nouveau. C'est plutôt intéressant, mais il y a de l'abondance. Et donc, c'est pas tant une obligation de sensibiliser, de verbaliser. On sensibilise parce que c'est un SaaS, mais en fait, le client, il arrive naturellement. Et dans tout secteur, et sur toute la France. Peu sur Caen, mais malgré tout, il y a quand même des initiatives qui sont intéressantes. C'est juste que l'écosystème, pour moi, il est encore invisible. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais je le trouve encore invisible. En tout cas, les compétences sont là, ça c'est certain. C'est complètement ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a énormément de gens qui travaillent beaucoup avec ces outils à Caen, mais qui ne se relient pas forcément et qui ne vont pas toujours à ce type d'événement, parce que souvent, l'objectif de ce type d'événement, c'est de vulgariser ces thématiques pour un grand public. Là où moi, typiquement, je vais rechercher plutôt des environnements qui vont aller un petit peu plus deep sur ces sujets, où on va parler... aller encore plus loin, qui vont te pousser à encore progresser, à t'inspirer d'autres personnes. Ouais. Complètement. Par exemple, quand on voit ce genre de conférences ou ce genre d'échange, on parle encore énormément de prompts, etc., de rapports à GPT. Là où moi, je vais chercher, par exemple, énormément de connaissances sur la manière dont fonctionne un espace latent, donc le cerveau d'une IA, la manière dont on peut la faire dévier pour créer certaines choses, etc. Donc là, on arrive sur des sujets un petit peu plus spécifiques. Et c'est vrai que je pense qu'à Caen, vu qu'on est encore dans un stade d'acculturation à tous ces sujets-là, pour des gens, on va dire, qui ont déjà pris de l'avance sur ces sujets, ça peut sembler être une redite de ce qui a pu être vu avant, quoi. C'est ce que tu ressens aussi, Jérôme ? Il y a des initiatives, non mais enfin, clairement, je pense que la région avec Normandie Numérique a une vraie ambition. Ça répond à des enjeux forts. Qu'il y a derrière, il y a un vice-président et donc une commission en charge des sujets d'IA qui est là. Le vice-président, il sait de quoi il parle. Enfin, donc je pense que c'est en train de se structurer vraiment. Et puis il y a quand même aussi une initiative que moi j'apprécie beaucoup. Alors on est membre de l'asso, donc forcément je vais en dire du bien, mais c'est Normandie.ai, c'est plutôt une asso qui est née d'acteurs au Normand. Et donc ils se sont créés autour d'un événement qui s'appelle donc Normandie.ai qui a eu lieu la première fois l'année dernière en décembre et qui a lieu là le 11 décembre à Rouen. C'est sold out, il y a 700 personnes déjà d'invités qui sont présents, c'est gratuit et qui s'adresse plutôt aux professionnels. Vraiment, là pour le coup c'est complètement dédié aux professionnels. La bonne nouvelle c'est que l'événement il sera diffusé aussi sur Twitch, donc les confs, au moins une partie des confs seront visibles sur Twitch. Et là on est dans des gens qui ont envie de faire bouger les lignes et de trouver, de fédérer des acteurs qui sont d'un bout à l'autre de la chaîne. Hein. Donc ça, c'est une réalité parce que la problématique qu'on a malgré tout, c'est que, comme je l'évoquais tout à l'heure, je pense que sur des enjeux soit très spécifiques mais vastes, hein, comme de la créativité et je ne veux pas résumer du tout ton travail, Willy, mais qui est lié plutôt à du conseil, de l'acculturation, de la strate, etc., si tu veux, des volets consulting. Par contre, quand tu rentres dans des volets plus de production, de développement, etc., il y a déjà moins de monde autour de la table. Une fois de plus, dans ce contexte-là, avancer et convaincre des potentiels acteurs de faire le switch et le passage à l'échelle, il est beaucoup plus complexe. Dans un environnement économique, en plus, qui est extrêmement tendu, si on rajoute par-dessus ça ce que tu évoquais aussi tout à l'heure, où il y a beaucoup d'outils, on entend beaucoup de choses et qu'on commence à entendre parler d'une bulle de l'IA,
ben forcément, il y a aussi beaucoup d'attentisme. Donc, on a un intérêt collectivement, je pense, malgré tout, à trouver des relais et à voir comment on peut faire ensemble décider de mener un certain nombre de combats et pas uniquement le combat, je termine, de la région aujourd'hui, et je te dis ça, qui est uniquement sur un aspect data center, quoi. C'est super d'avoir des data centers, mais la question c'est qu'est-ce qu'on met dedans et après quels acteurs en local pour déployer des solutions pour nos boîtes et nos organisations. Ce que j'entends aussi quand on parle d'IA pour les entreprises cannaises, normandes, c'est de se dire, je sais pas trop par quel bout commencer, en tout cas vers qui aller. C'est pas mon agence de com, parce qu'à la limite, quand je voulais faire un site web ou aller vers le numérique, c'était la com, donc j'allais vers la com. Là, l'IA, c'est qui en fait, on ne sait pas de qui dépend cette compétence. Et il y a peut-être aussi cette perte de repères, et on sait que des fois, on a envie aussi d'amener un travail de transformation quand on est convaincu d'une compétence et qu'elle est identifiée et qu'on sait qu'on peut, en mettant des moyens divers et variés, aller la chercher. Est-ce que ça revient un peu à ce que vous dites, à ce que vous êtes en train de dire il y a un besoin de structuration et de rayonner, et que l'expertise IA cannaise puisse rayonner sans forcément être absorbée par Paris, absorbée par son quotidien. On a l'impression que ça pourrait être une réalité, Willy ? Je pense qu'au-delà de la notion d'expertise, ce qui serait juste, c'est de mesurer à quel point ça touche tous les organes d'une organisation et effectivement, de quoi on parle en termes de porte d'entrée. La com, le SI, on va dire les portes d'entrée classiques. Pour ma part, l'enjeu premier, il est humain, tu le sais bien. L'enjeu, il est RH. La direction, évidemment, puisque ça change la stratégie. Voilà, ça l'amplifie assurément et ça peut même faire des virages incroyables. Si tu parlais d'agence de com, ça questionne clairement les valeurs. La valeur même. La valeur temps. La valeur temps. Si on vend ses prestations à la hauteur du temps passé, je ne sais pas ce que tu en penses, Tanguy, mais on ne va pas gagner beaucoup d'argent. Donc ça re-questionne. Tu passes beaucoup de temps. Même si en fait, ça justement, c'est marrant, c'est plutôt contre-intuitif, mais en fait, les productions créatives à ce niveau-là prennent plus de temps potentiellement encore que les productions classiques. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas du temps, on gagne du potentiel et on gagne un spectre stylistique, donc l'ensemble des styles qu'on peut toucher, beaucoup plus élargi, on gagne des possibilités d'itération, des quantités d'output beaucoup plus importantes. Donc si on le dit en un seul mot, tu gagnes en qualité. On gagne en qualité et en choix. Il rend l'impossible possible d'une certaine façon. Mais cet impossible, tu devrais le réaliser entre guillemets avec les moyens du bord sans IA. Là, ça serait stratosphérique pour reprendre tes termes. C'est vrai, oui, complètement, je suis d'accord. Tu vois. Donc il y a quand même à un moment un ratio temps, un ratio valeur, qualité. Et puis, encore une fois, là, il y a une forme de magie presque, d'une certaine façon, je trouve, avec cette technologie. Est-ce qu'une entreprise cannaise doit trembler en se disant que on va regarder ce qui se passe un peu pour les plus grosses entreprises, ce qui se passe aux États-Unis, et quand on entend un Accenture, quand on entend, c'est assez régulier sur lemonde.fr, et il suffit d'aller dans la rubrique IA pour que une fois tous les mois, et puis bientôt toutes les 3 semaines, puis ça augmente comme ça, dire bon on va pas renouveler X poste ou on va faire un plan social de X, raison principale, l'IA. Ça fait un peu froid dans le dos. Je pense aux étudiants en Canet. On a beaucoup parlé de vie étudiante dans ce podcast. On avait une table ronde avec des étudiants qui se posent la question de est-ce que mon diplôme là il est adapté par rapport à ce qui est en train de m'arriver, etc. Ouais. En fait, ce qui ressort, je trouve énormément, c'est que les seniors sont avantagés à l'ère de l'IA. C'est que plus vous maîtrisez un sujet, plus vous êtes compétent, plus vous êtes talentueux, plus vous avez de compétences, même vraiment, là on parle de hard skills sur un sujet, et plus l'IA va sublimer et augmenter ce que vous pouvez offrir. En revanche, plus vous êtes novice et plus l'IA sera suggestible. Les forts sont plus forts, les faibles plus précaires. Ouais, et je dirais qu'il est là le risque. Par exemple, j'ai une amie qui évolue énormément dans le milieu du développement et des startups sur Paris, et qui me disait en fait qu'ils avaient de vraies problématiques à recruter des juniors. Parce qu'ils font trop confiance au modèle, ils ne sont pas capables d'identifier ou de repérer des erreurs. Et donc ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait même se dire de manière contre-intuitive que si on veut bien former des étudiants au marché du travail, il faut leur donner des hard skills très solides et pas forcément leur dire il faut faire plein de trucs avec l'IA, etc. Quand tu dis hard skills,
pour que tout le monde comprenne. C'est des compétences vraiment réelles. C'est-à-dire, par exemple, pour le code, c'est avant de demander à GPT, par exemple, de coder en C, je vais ultra maîtriser le C. Comme ça, même si j'automatise quelque chose derrière, je sais exactement ce que je lui demande, je sais exactement là où il fait une erreur, etc. Et en tout cas, étant un langage informatique. Jérôme, je te voyais dire non de la tête. Oui, enfin, je suis d'accord, et en même temps, il y a un certain nombre aussi de. Alors, les études, on leur fait dire ce qu'on veut. Hein. Je suis le premier des fois à les critiquer, mais il y a des choses qui commencent aussi à émerger, qui sont apparues dès 2023 avec une étude du Boston Consulting Group avec le MIT qui disait en gros que ils avaient utilisé des ChatGPT avec des consultants, et en gros, la fin de l'étude, c'est de dire à la fois, ça rejoint ce que tu dis, c'est que là où on faisait confiance aveuglément à ChatGPT, globalement, il y avait des taux d'erreur qui étaient très importants, qui correspondaient à peu près, qui sont ISO avec les hallucinations de pourcentage d'utilisation de ChatGPT. Donc là-dessus, c'est très vrai, on se retrouve ça, mais quelle que soit les tranches d'âge, hein, j'ai envie de te dire. Effectivement, peut-être que chez les plus juniors, ça peut être plus sensible. Mais pour autant, ce qui est certain, c'est que avec ces outils-là, et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé sur l'aspect humain et sur le côté une approche un peu hybridation de l'humain et de la machine et du programme, c'est qu'on arrive avec des personnes qui sont jugées par leur responsable plutôt dans la moyenne, ils arrivent au niveau de performance des Top Gun, des meilleurs d'entre eux. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est ça le gros shift de l'IA dans nos boîtes demain, c'est qu'en fait, ok, il faudra avoir une maîtrise des sujets dans lesquels on adresse avec des agents IA ou autres, mais pour autant, on n'a plus besoin de l'expert, vous savez, le fameux expert alors là je parlais du truc, d'AS400, de vieille techno qui n'existe plus, mais on a encore une brique technique qui marche là-dessus, et c'est un monsieur qui est dans un bureau, dans un coin, il peut être désagréable avec tout le monde, il peut envoyer bouler tout le monde, parce qu'en fait, s'il est plus là, la boîte ne marche pas. Bah ça, demain, il n'y a plus ça comme comportement possible. Et là où moi je vais plus loin, c'est que je pense que demain, ça donne une vraie place aux soft skills pour le coup. C'est-à-dire que si effectivement tu as une base technique, d'un savoir, une expertise, mais que tu n'es pas forcément le meilleur, mais que par contre tu sais être à l'écoute de tes collègues, tu sais comprendre les enjeux métiers d'autres réseaux, et tu sais comprendre tout ça et le faire transmettre après à des outils d'IA, bah t'es le meilleur dans ta boîte. Mais si tu as déjà ces soft skills, est-ce que tu n'as pas l'impression que cette personne ne resterait pas longtemps moyenne de base, même sans l'IA ? Tu vois ce que je veux dire, s'il y a déjà cette ouverture, cette empathie, oui, mais en fait, cette écoute. J'entends bien, mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, tu peux positionner ton temps d'apprentissage, etc., pas uniquement sur des aspects purement techniques de savoir. Tu peux te dire, bah, finalement, je vais comprendre des enjeux tu vas pouvoir élargir ton spectre de missions, de compétences, etc., travailler beaucoup plus sur de la transversalité. Et ce qui, aujourd'hui, est compliqué dans nos boîtes, et c'est pour ça aussi que l'IA, c'est complexe, c'est qu'en fait, on ne peut pas réfléchir que par des verticales. Il faut réfléchir transversal. Mais pour être transversal, il faut du temps. Et aujourd'hui, dans les boîtes, il n'y a pas de temps. C'est pour ça que nous, la signature d'Ex Machina, c'est la machine à retrouver le temps. C'est qu'on pense que le pari que doit réussir à gagner l'IA, c'est un pari de permettre aux gens d'avoir plus de temps pour être en interaction les uns avec les autres, pour être plus créatifs, pour être plus dans des enjeux de R&D, pour être plus présent auprès des clients. Et c'est ça le sujet, et d'être moins dans des tâches, effectivement, qui sont purement des tâches, j'ai envie de dire, qui pourraient être en partie déléguées à ces agents-là. T'es convaincu, Willy, qu'une entreprise va avoir cette capacité potentiellement à aller vers une meilleure qualité de vie au travail et pas uniquement plus de performance, parce qu'on sait très bien aussi que le réflexe pourrait être de se dire bah, on va bosser plus et on va gagner plus avec peut-être moins de personnes et on va être encore plus rentable. On le voit arriver ce discours. Alors, est-ce que ta question, c'est est-ce qu'ils ont la capacité de le faire ? Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'ils vont le faire ? Les deux, mon capitaine. Alors, est-ce que c'est possible ? Oui. Voilà, clairement, je l'ai vécu même à travers ma propre aventure. C'est-à-dire que j'ai été quelqu'un qui courait beaucoup au sens propre comme au sens figuré. Et puis, petit à petit, en domptant cette technologie, en apprivoisant l'IA, et puis aussi en travaillant sur moi-même, j'ai compris après quoi je courais. Et petit à petit, je me suis autorisé à une bien meilleure qualité d'être, qualité de vie. Et ça a enchanté aussi mon environnement, mes associés, mais aussi mon domaine personnel, évidemment. Je reste passionné, hein, donc voilà, je préfère quand même être honnête et je suis toujours à fond, malgré tout, sur certains domaines. Le fait est que, pour moi, ça va être assez complexe de se l'autoriser, puisque le chaos ambiant qu'on retrouve en écoutant certains podcasts, en regardant la télé, en allumant la radio, le chaos ambiant fait que la peur latente va nous pousser
à la croissance, à en faire toujours plus de chiffre d'affaires, avoir un trésor de guerre plus important pour pallier les crises qu'on n'a pas encore réellement identifiées, en tout cas toutes celles qu'on présage. Et tout cela va nous emmener dans le mur, en tout cas pour beaucoup d'organisations. Tu le disais tout à l'heure, l'IA, elle l'amplifie. Et ça, c'est super. C'est-à-dire que quand on est aligné, on a un beau potentiel, on a les compétences dures, des compétences douces, eh bien, ça va amplifier tout ça et amener un potentiel qui est absolument pharaonique. Après, si on est plutôt dans le chaos, qu'on est incapable d'arriver à l'heure à la réunion, qu'il y a beaucoup de non-dits, la communication ne fonctionne pas dans l'équipe, et on ne sait pas d'ailleurs quel est le cap de l'organisation où on sera à 3-5 ans, bah, autant te dire qu'on va juste aller plus vite dans le mur. Dans tous les cas, je trouve que c'est OK. C'est OK. Ouais. C'est OK. Le tout maintenant, c'est de savoir de quel côté de la barrière on veut se trouver. Et peut-être qu'on va retenir cette dualité pour terminer cette table ronde. Ça passe vite, une demi-heure. C'est vrai qu'on pourrait passer bien plus de temps tous ensemble. Merci Willy, Tanguy, Jérôme pour ce dialogue passionnant. Ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'à Caen, l'IA n'est pas un gadget ni un fantasme. On a vu qu'il y a des compétences concrètes, il y a des entreprises qui y vont, même si on pourrait imaginer que ça soit plus massif. On a déjà une matière vivante entre les mains d'artistes, entre les mains d'entrepreneurs, questionnée par des experts, testée par des entreprises du territoire. Loin des clichés, elle devient ici un outil de curiosité, de liberté, parfois même d'introspection. Allez, on s'arrête là. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez évidemment le noter, le partager. C'est comme cela que ça fonctionne et c'est cette résonance qu'on souhaite en tout cas. Et puis on va poursuivre cette journée marathon d'épisodes avec de nouvelles tables rondes, de nouveaux sujets. Merci, à bientôt.